Salut l'équipe, je voulais juste vous dire avant le début de la vidéo que je viens de publier une vidéo qui retrace le parcours exceptionnel en Ligue des Champions de l'AS Monaco en 2017. On se rappelle avec des victoires contre City, contre Tottenham, contre Dortmund. Bref, c'était un parcours complètement fou des Monégasques qui était alors emmené par Falcao, Bernardo Silva et surtout Mbappé. Le lien est dans la description mais aussi dans un commentaire épinglé parce qu'elle est sortie sur ma seconde chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vraiment le faire. Et si on pouvait atteindre rapidement les 5000 abonnés, ça serait incroyable, je compte vraiment sur vous. Bref, merci de m'avoir écouté et bonne vidéo. Souvent qualifié de pays du football, à juste titre d'ailleurs, le Brésil a, au fil des années, conquis la scène footballistique internationale pour devenir, en 2002, la sélection la plus titrée de l'histoire avec 5 Coupes du Monde glanées. Pourtant, contrairement à l'Italie, à l'Argentine ou encore à la France, la Seleção n'a jamais remporté un sacre mondial chez elle, malgré 2 occasions, en 1950 et en 2014, 2 éditions où le Brésil était hôte de la compétition. Et si 2014 restera à jamais un souvenir cauchemardesque pour les Brésiliens après la gifle reçue face à l'Allemagne, c'est bien sur l'édition 1950 et le traumatisme national qu'elle a déclenché au Brésil qu'on va se pencher aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Match pour l'Histoire. L'histoire commence en juillet 1950 à Rio de Janeiro. En pleine effervescence, le Brésil organise alors la première Coupe du Monde de son histoire, 12 ans après la dernière édition en France et la défaite des jaunes et bleus en demi-finale face à l'Italie. Mais vainqueur en 1949 de son premier championnat sud-américain depuis 17 ans, la Seleção, emmenée par son buteur légendaire Ademir, fait alors office de favori avec la sélection italienne, double championne du monde en titre. La compétition, pour éviter toute tension post-Seconde Guerre mondiale, prend d'ailleurs une forme particulière puisqu'il n'y aura pas de finale à proprement parler, les 4 équipes premières de leur poule se qualifiant pour une poule entre guillemets finale dont le premier sera déclaré champion du monde. Le 24 juin 1950, à quelques heures du coup d'envoi du match d'ouverture, le flambant neuf et surtout gigantesque stade du Maracanã voit déjà ses gradins se remplir, l'attente est tout simplement énorme. Il faut dire que le peuple brésilien place alors beaucoup d'espoir en cette compétition et plus globalement même dans le football, vu comme un vecteur d'unité et d'identité dans un pays meurtri par l'esclavagisme et la dictature qui prend fin 5 ans avant la Coupe du Monde en 1945. Pour les Brésiliens, le succès de la Seleção dans la compétition doit ainsi venir acter l'entrée du pays dans une nouvelle ère, celle d'un pays développé, d'un État oubliant ses fantômes du passé pour se tourner désormais vers le futur. Le Maracanã, de par sa taille record, sa splendeur, mais aussi la rapidité de sa construction, est d'ailleurs le parfait symbole d'un pays qui veut montrer au monde qu'il a grandi et qu'il peut désormais briller. Le stade, construit en seulement 2 ans grâce au travail titanesque jour et nuit de 1500 ouvriers, a même été privilégié par les politiques locaux au détriment des dépenses sociales de la ville. Si on construit un stade, il n'y aura pas besoin d'hôpital, clame même fièrement le préfet de Rio, Ángel Mendes Moares, lors du début des travaux du stade en 1948. Ainsi, à l'aube du match d'ouverture, la tension et les attentes sont énormes au Brésil. L'organisation et le succès du pays dans cette compétition, bien au-delà du simple enjeu sportif, englobent en effet des dimensions sociales, économiques et politiques majeures. Rapidement, la Seleção va répondre aux espoirs placés en elle. Emmenée par son attaquant star Ademir, auteur de 3 buts en 3 matchs, la sélection brésilienne termine en tête de sa poule, dominant facilement le Mexique et la Yougoslavie 4-0 et 2-0, tout en se faisant surprendre dans le même temps par la Suisse après un but à la 88e minute de jeu qui permet aux Blancs et Rouges de décrocher un match nul 2 buts partout.
Qualifié pour la phase finale, le Brésil y affrontera l'Espagne, triple vainqueur des États-Unis, du Chili et de l'Angleterre, la Suède, surprenant meilleur que le grand favori italien et que le Paraguay, et enfin l'Uruguay, champion du monde en 1930, et qui, face au forfait de la Turquie et de l'Écosse, n'a eu qu'à battre la très faible Bolivie, score final 8-0. Si la tâche ne s'annonce pas si simple pour le Brésil avec une poule qui est tout de même relevée, la Seleção va pourtant réaliser 2 premiers matchs de très haut vol. En effet, le 9 juillet, pendant que l'Uruguay et l'Espagne se neutralisent sur le score de 2 buts partout, les Brésiliens étrillent la Suède 7-1, bien aidés encore une fois par Ademir qui ce jour-là marque un quadruplé. Quatre jours plus tard, l'équipe brésilienne, devant plus de 152 000 personnes, s'impose encore une fois très largement 6-1 face à l'Espagne et prend alors une très grosse option sur le titre final, puisque seul l'Uruguay, difficilement vainqueur 3-2 de la Suède après 2 buts marqués dans le dernier quart d'heure, peut encore terminer devant le Brésil. Or, hasard du format et du calendrier, le dernier match du groupe opposera l'Uruguay au Brésil dans une rencontre qui fera donc office de finale, une finale au cours de laquelle le pays hôte n'aura besoin que d'un petit match nul pour être sacré champion du monde pour la première fois de son histoire. À quelques heures du match, dont le résultat ne fait alors aucun doute pour les Brésiliens, le pays fête déjà son titre dans les rues, mais aussi dans les journaux, le quotidien Carioca O Mundo présentant ainsi en une la Seleção comme championne du monde. Le Maracanã, rempli par 170 000 spectateurs officiellement et près de 200 000 officieusement, chante alors lui aussi à la gloire de ceux qui, dans quelques heures, feront du Brésil un nouveau grand pays aux yeux du monde. À 14h50, les joueurs entrent sur le terrain dans une ambiance survoltée et 10 minutes plus tard, le coup d'envoi est donné. Le Brésil est alors à 90 minutes de son premier titre mondial. Si en première période, les Brésiliens peinent à déstabiliser une défense uruguayenne basse et très solide, il ne faut que 2 minutes en seconde mi-temps à Friaça pour ouvrir le score pour les Brésiliens. Le stade explose, la sélection brésilienne n'a jamais été aussi proche de remporter le Graal. Mais plus frais physiquement, après n'avoir joué que 3 matchs depuis le début de la compétition contre 5 pour les Brésiliens, la Céleste, caractérisée par sa garra, mêlant combativité, force mentale et engagement physique, revient peu à peu dans le match et égalise même à la 66e minute de jeu, après un numéro de Guidia sur le côté droit. La balance se renverse alors, les Brésiliens, sûrs de leur succès avant la rencontre, se mettent désormais à douter face à des Uruguayens pleins de courage et qui, on l'a appris après la rencontre, avaient affiché avant le match dans leur vestiaire la une do Mundo pour se motiver. Si bien qu'à la 79e minute de jeu, l'impensable se produit, le monde s'effondre pour le Brésil. Menée, la Seleção ne reviendra jamais au score et s'incline 2-1 dans un stade horrifié et sous le choc. Le Brésil ne sera pas champion du monde à domicile. Dans la foulée de ce drame national, Jules Rimet, créateur de la compétition et certain lui aussi avant la rencontre du sacre brésilien, n'avait préparé qu'un discours en portugais pour célébrer la victoire du Brésil et se voit alors donc dans l'obligation de remettre seul et sans cérémonie le trophée aux Uruguayens dans un silence mortuaire. Cet après-midi-là, au cours de la tragédie du Maracanazo, le Brésil est mort, comme le titre le quotidien au Mundo. Sous le choc, 2 personnes se jettent d'ailleurs du haut des tribunes, tandis que 3 autres sont victimes d'une crise cardiaque dans le stade, une véritable catastrophe. Si aujourd'hui, le Brésil a su se relever de cet événement et remporter 5 Coupes du Monde, il n'en reste pas moins que dans son histoire, le pays restera à jamais marqué parce que le dramaturge Nelson Rodrigues considère comme l'Hiroshima psychique d'un pays qui avait besoin de cette victoire pour devenir une véritable nation.
Et symbole d'une cicatrice qui peine toujours à se résorber, le gardien brésilien de la finale, Moacir Barbosa, accusé d'avoir fait une erreur sur le second but, est revenu sur cet épisode douloureux. Au Brésil, la peine maximale est de 30 ans. Moi, j'ai été condamné à perpétuité. Ainsi, vous l'aurez compris, encore une fois, le football peut très largement dépasser les frontières du terrain en ayant des conséquences politiques, sociales ou encore économiques. Ici, le choc de la défaite brésilienne hante depuis plus de 50 ans l'imaginaire collectif du pays et restera à jamais l'un des moments les plus traumatisants de l'histoire récente du Brésil. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur un match pour l'histoire. Encore une fois, c'était un match que j'ai trouvé très intéressant à analyser. Et merci à ceux qui ont été très nombreux à me le proposer en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées à me dire tout ça en commentaire. Merci également pour le soutien très important que j'ai reçu sur le premier épisode. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et c'est pour ça qu'il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir ma seconde chaîne avec la petite vidéo sur Monaco en 2017 et une vidéo qui sortira demain. Bref, l'équipe c'était Val, on se retrouve très rapidement. Peace.